Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver comme à chaque début de semaine pour le premier numéro de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot, la 91.9 que vous pouvez également recevoir sur le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Et bien, Dingue de Sport de ce jour, on va parler des préparatifs pour le CHAN 2025. La sélection locale a repris du travail en vue d'abord de préparer le match amical contre le Ghana ce mercredi et après préparer la double confrontation contre le MENA du Niger le 22 décembre à Lomé, puis 5 jours plus tard à Bamako, en terre malienne. On va en parler. On parle également de cette victoire de l'ASK en Super Coupe, le premier trophée donc de la saison 2024-2025 pour les chauffeurs de la COSA. C'était ce dimanche à Kégué, c'est devant le frère rival de tous les jours, Asco de Kara. Bien évidemment, on va parler également du calendrier de la première journée du championnat de football de première division. Asco, par exemple, est à Thiéviers pour jouer contre Espoir de la localité. Son vice-champion, son dauphin, est également en déplacement. Ce sera à Lomé contre l'AS OTR. On parlera également du premier match de l'étoile filante après son retour dans la division d'élite. Ça va être à Atakpamé contre l'AS Tambo. Et l'autre promu, vous le connaissez, c'est bien, le CDF Aknour qui va jouer contre Gouresou à Kara. On va donc analyser Dingue de Sport de ce jour. Invite Latif Yorouma et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Aristide Covidien, le directeur de communication de la FTF, et en même temps, le team média officer de la sélection locale sera en ligne pour parler de plusieurs sujets. Merci de nous avoir choisi. La vidéo est l'affaire de Sir Fonelhomme. La coordination technique est gérée par Théo Ajavon. Je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Comment on se retrouve? On va d'abord saluer nos invités. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Oui, c'est une nouvelle semaine qui commence avec cette AG élective au niveau du Comité national olympique Togo. Il n'y a pas eu de surprise. Akpaki Deladem est reconduit pour les 4 prochaines années. C'est un plébiscite. Il n'y avait pas d'adversaire. On va déjà écouter le président du Comité national olympique Togo. J'ai été réélu à l'unanimité par mes collègues, par les fédérations nationales affiliées au CNO Togo. C'est une grande joie. Ce n'est pas tous les jours où on assiste à des élections, on sort avec 100% des voix des votants. Ça témoigne de la lourde charge qui vient de m'investir à nouveau pour pouvoir porter haut le flambeau de l'olympisme togolais. On a une Olympiade qui va débuter, qui est assez riche, assez fournie, qui va passer par Dakar 2026 jusqu'à Los Angeles 28. En n'oubliant pas les compétitions africaines, il y a nécessité de remettre nos athlètes au cœur de nos actions. Et donc, avec les différentes structures de la solidarité olympique, nous allons travailler pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire replacer notre olympisme sur les podiums olympiques. L'œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Et donc, c'est pour ça que j'ai invité tout le monde ensemble, comme l'exige la devise olympique, à ce qu'on travaille main dans la main pour notre idéal olympique, pour nos athlètes. Travailler main dans la main pour, on va dire, améliorer l'olympisme ici au Togo. Deladem Akpaki, Latif Yorouma, on le voyait venir, on le sentait. Pas d'adversaire, il est reconduit. Oui, on savait qu'il y avait un tapis rouge qui est dressé pour Akpaki Deladem pour un nouveau mandat à la tête du Comité national olympique du Togo. On a parlé quand même des 14 votants
qui ont plébiscité le nouveau président. 14 sur 14. 14 sur 14, c'est vrai que la famille olympique dépasse 14, hein, il faut quand même le souligner. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, où voilà, beaucoup ont été suspendus par rapport à la non-conformité aux dispositions selon voilà, l'exécutif sortant. Oui, ça a parlé, mais au final, les 14, il y avait d'abord un quorum qui est là. Et puis, voilà quoi. Maintenant, quand vous écoutez Akpaki Deladem, il a dit, l'imperfection, c'est quand même... c'est l'homme, quoi, en fait. L'homme n'a jamais été parfait. C'est pourquoi même il y a cette contradiction-là d'avoir 14 sur 14, parce que si le président même reconnaît qu'il y a des choses qui auraient pu être faites autrement, mais il y a 14 qui ont voté sur les 14 pour lui, ça suppose qu'en réalité, il a été parfait. C'est ce que ça veut dire. Et pourtant, la perfection n'est pas de ce monde. Moi, je le dis toujours, Akpaki, ce n'est pas un diable, mais ce n'est pas aussi un ange. Il y a quand même de ces côtés-là que le président aussi doit revoir par rapport à sa gestion, de pouvoir peut-être trouver des manières aussi à le bâton et la carotte quand même on dirige. La carotte seule ne peut pas amener à bon port, le bâton aussi seul ne peut pas amener à bon port. Donc il va falloir aller à d'autres conciliations pour que voilà, toute la famille soit complète. Maintenant, quand on prend le bilan de Akpaki sur les 4 dernières années, je pense quand même qu'il y avait raison quand même à lui donner un autre mandat, parce que à chaque mandature, il faut demander qu'est-ce que le président a pu faire. Aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même montrer du doigt ce que Akpaki a pu faire. Il faut quand même faire un tour au CNO, quel que soit ce qu'on peut reprocher à l'homme, les travaux, le chantier du siège, franchement, ça mérite quand même un autre mandat. Ça mérite un autre mandat. Grégoire Attignon, oui, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, ça c'est clair. Il l'a dit, qu'il y a des imperfections, des choses à corriger, mais là, il continue. Oui, attends, oui, parce que vous dites qu'il continue parce que oui, entre-temps, il y a eu quand même problème, mais comme le dirait quelqu'un, le chien aboie, la caravane passe. Des gens ont beau crier, ils ont dit oui, que cette élection n'aura pas lieu, mais je crois que finalement, cette élection a eu lieu avec la réélection justement donc, de Deladem Akpaki. Je crois que c'est bien pour le Comité national olympique du Togo, mais je voudrais bien croire au président parce que dans sa déclaration, dans la dernière partie de sa déclaration, où il a parlé qu'il faut maintenant, il a lancé un appel à tout le monde. Je voudrais bien croire que cet appel-là va également à ceux qui n'étaient pas présents à la dernière Assemblée générale, à cette élection-là, ceux qui n'étaient pas présents. Donc, je crois que cet appel va également à leur endroit. Ce qui voudrait dire que le président, en tant que président du Comité national olympique du Togo, doit être véritablement au-dessus de tout et essayer donc d'appeler ceux-là qui n'ont pas été présents à cette Assemblée générale parce que oui, tout le monde sait qu'il y avait eu problème. Latif l'a dit, certains ont été suspendus parce que pour non-conformité, donc selon les exigences du Comité national olympique du Togo, maintenant cette élection est déjà passée, Akpaki est réélu, il va falloir qu'il tende véritablement la main à tout le monde. Je dis bien à tout le monde parce que le Comité national olympique ne se résume pas à ces 14 fédérations qui étaient présentes la dernière fois à l'Assemblée générale. Elles sont plus que ça, les fédérations. Et donc, il va falloir... Je ne pense pas que Akpaki Deladem va... son souhait, c'est de diriger le Comité national olympique avec seulement ces 14 fédérations. Mais bien sûr, avec toutes les fédérations... sportives, oui, toutes les fédérations sportives qui sont olympiques ou non, c'est de diriger toutes ces fédérations-là. Et donc, je crois que les premières actions du président réélu aujourd'hui, c'est de véritablement tendre la main donc, à toutes les autres fédérations qui ont été entre-temps suspendues parce que oui, elles ne remplissaient pas certaines exigences. C'est pourquoi elles n'ont pas pris part donc, à ces élections. Maintenant que les élections sont finies, il va falloir s'asseoir et discuter avec cette fédération pour qu'ensemble, on forme cette famille-là. Parce qu'on parle de l'olympisme. L'olympisme n'écarte pas. Et je ne crois
crois pas que le président de la Demakpaki, son ambition, c'est de diviser pour régner. Maintenant, il faut faire appel à ces autres fédérations, qu'on soit ensemble et voir ce qu'on peut faire pour le développement. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de ces gens-là qui sont présidents de fédération ou qui sont membres du comité exécutif. Nous parlons plutôt de l'athlète togolais, de ces athlètes-là, de l'avenir justement du Togo. Et quand on parle de l'avenir de ces athlètes, si on lutte pour permettre justement à ce sport-là d'évoluer, c'est justement par le biais de ces athlètes-là. Et donc, qu'on s'asseye véritablement, qu'on revoie un tout petit peu la manière de faire pour qu'on aide ces athlètes. Il a parlé donc des Olympiades qui arrivent tout récemment, qui arrivent bientôt, c'est-à-dire en 2026. Ce sont les athlètes togolais. Les Jeux de la jeunesse. Les Jeux de la jeunesse, oui. Voilà. Et puis 2028. Voilà, et donc ce sont les athlètes qui vont être mis devant. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a certaines fédérations qui sont là. Est-ce que si on parle aujourd'hui du cyclisme, du basketball, de la natation, est-ce que si les athlètes de ces fédérations-là sont qualifiés pour participer à ces Jeux Olympiques de la jeunesse, est-ce qu'ils vont être écartés parce que leurs fédérations sont suspendues? Je crois que ça n'aide pas véritablement ces athlètes-là. Donc, il revient quand même au président réélu de revoir un tout petit peu également cette position et discuter avec les autres fédérations. Ouais, voilà, donc c'est... Oui, et lui-même il a reconnu, il va falloir avoir une famille olympique unie et pour pouvoir défendre l'olympisme au Togo. Il y a des échéances qui arrivent comme 2026 avec les JOJ et 2028 qu'on aille avec à Dakar avec un seul CNO. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puisqu'on a parlé, on a eu dire qu'il va y avoir un CNO bis. Oui, parce que il y a des bruits qui courent, comme quoi les frondeurs s'apprêtent à lancer un mouvement. Non, mais moi, je pense qu'on se donne un spectacle. On se donne un spectacle. C'est ridicule tout simplement, parce que dans aucun pays au monde, on a eu quand même 2 CNO. Jamais. Et là, écoutez, moi je dis, nous sommes dans une république. Si Akpaki est réélu, c'est parce que entre-temps, la République a voulu également que ça se passe ainsi. Et donc, forcer les choses, moi, je pense que ça n'aide personne. Et aujourd'hui, c'est vrai, les choses se sont passées, tout n'a pas été parfait, mais Akpaki est réélu. Ouais. Il est réélu, c'est qu'il est réélu, quoi. Et donc, il ne sert à rien de dire qu'on va... D'ailleurs, même... former un CNO bis avec combien de fédérations et puis quelles sont ces fédérations-là d'ailleurs. Et donc, moi, je dis, il ne sert à rien. Il va falloir la main d'Akpaki, il faut que ça soit... qu'elle soit... Bien tendue. Il faut que, il ait un bras bien long comme mon bras. Et il faudrait que les autres aussi puissent saisir... cette main tendue pour revenir, que tout revienne à la normale et aussi que le ministère aussi joue franc jeu dans cette situation parce que quand le ministère est muet dans cette histoire-là, ce silence-là semble être coupable. C'est un silence coupable. Le ministère des Sports et des Loisirs... Il va dire quoi? Non, le ministère ne joue pas franc jeu. En fait, c'est l'autorité. Dans l'histoire du CNO. Parce que moi, je dis, on a dit tout à l'heure que Akpaki doit être au-dessus de la mêlée. Mais le ministère doit être au-dessus de tout. Parce que, écoutez, c'est le ministère qui gère les sports au Togo. On ne peut pas se mouler dans les petites querelles, dans les petits différends. Le ministère doit être au-dessus de tout cela pour que, quand on dit les gens sont allés faire conférence de presse, il n'y aura pas de quoi, mais il y a eu élection. Maintenant, on dit CNO bis, mais quel CNO bis? Là, même le seul CNO qu'on a là, on n'a pas tout ce qu'on a. Maintenant, on va avoir un deuxième CNO. Pourquoi? Et quand on voit même des comment on dit même, des employés du ministère des Sports et des Loisirs dans ceux qui mènent la fronde, moi je dis que le silence du ministère est un silence coupable. Le ministère ne joue pas franc jeu dans cette histoire-là. Il faut que Madame le ministre des Sports et des Loisirs, quand même,
prennent le dessus par rapport à tout ce qui se passe. Très bien. On va revoir tout ça, c'est l'actualité. D'ici là, peut-être on va donner l'opportunité à des responsables du ministère de pouvoir s'exprimer, pourquoi pas, sur la situation. Et juste le temps pour nous de marquer la pause et on entame un autre sujet. Le CHAN 2025 intéresse le Togo, forcément. Après une première participation en 2021, si je me trompe, c'est ça, non? Le Togo a envie d'y retourner et pour le faire, il va falloir éliminer le MENA du Niger dans la double confrontation qui arrive. D'abord le 22 ici au stade de Kégué à Lomé et puis 5 jours plus tard à Bamako au Mali. Oui, mais quand on pense à l'adversaire, on se réserve un tout petit peu parce que là, pour la dernière fois, c'était le Niger qui a barré la route ou bien barré le chemin au Togo, c'était à Cotonou. Et le même adversaire se présente avec, une déclaration du président de la fédération nigérienne de football, Fenifoot, le colonel Pelé, qui dit « c'est comme le match de notre vie ». Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais avant d'affronter le Niger, on prépare ça avec un match amical. Le Ghana a été choisi. Un bon sparring partner, Latif? Oui. Quand on parle du Ghana, oui, on sait quand même que le championnat du Ghana est quand même mieux organisé que celui du Togo. Et voilà, si c'est une vraie sélection locale du Gabon qui arrive, moi je pense que c'est un très bon sparring partner. Le Togo va quand même jauger ses armes, tester ses armes, son fusil ou bien ses fusils. Même si hier, ce que j'ai vu dans le match à Asika, je n'étais pas tellement satisfait parce que à 80-90%, l'effectif de Kader Koubadia a joué hier. Et je ne sais pas si les joueurs se sont réservés parce qu'il y avait tout sauf le rythme. Alors que, voilà, ce sont ces joueurs-là qui vont jouer. Et quand vous entendez des déclarations, Harouna Doula a parlé, j'ai lu quelque part, où il maintient sa détermination à encore éliminer le Togo. Après, c'est le colonel Pelé qui parle. Et dans tout ça, nous, on est là. Moi, je dis, le football, c'est un tout. Il y a le rectangle vert, mais au-delà, il y a quand même la motivation, il y a la communication, il y a le lobbying, il y a tout. On voit une nation qui veut aller au CHAN et qui se donne les moyens pour aller au CHAN. Nous, on est sérieux, très sérieux, on est devenu enfant de cœur, ou bien comment on dit là, c'est ça, non? Enfant de cœur, c'est ça. Et puis après, on sait souvent comment ça se termine les résultats. Donc moi je dis, il va falloir quand même qu'on se ressaisisse, que la fédération mette du sien pour pouvoir passer ce cap-là. Parce qu'un garçon qui se fait tabasser 2 fois par la même personne, franchement, n'est plus un garçon. Moi, Très bien, on revient à vous, Latif. On va prendre le temps d'aller chercher Aristide Kouvidien, qui est le directeur de communication de la Fédération togolaise de football et en même temps le team media officer de la sélection locale. Aristide, bonjour. Bonjour, Franck Benama, bonjour à tous. Alors, comment se porte la sélection locale aujourd'hui? Elle se porte très bien parce que vous savez que hier, les joueurs ont observé une pause et cette pause a permis également donc aux joueurs de l'ASCO et de l'ASK qui sont convoqués de répondre à la convocation de leur club à la faveur donc de la Super Coupe du Togo qui s'est tenue hier au stade de Kégué. Oui, on reprend les travaux, on reprend le regroupement. Mais qu'est-ce qui va être fait cette fois-ci? Il faut dire tout simplement que déjà cet après-midi, aux alentours de 16h à Baudrafort, ils vont donc reprendre les séances d'entraînement. Ce sera la même chose demain mardi, avant donc d'affronter à la même heure le Ghana le mercredi en match amical. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sélection locale se prépare activement pour la double confrontation face au Niger. Vous savez, ces rencontres, en tout cas d'une grande importance, représentent donc l'étape
importante pour l'équipe nationale du Togo dans cette campagne de qualification pour le CHAN qui sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Parce que, rappelez-vous, le Togo a passé donc le cap du premier tour en éliminant donc les guépards locaux. Et donc, le plus dur vient de commencer parce que là, comme le disait tout à l'heure Latif, eh bien, le Togo va encore rencontrer le Niger. Et le plus important, c'est de ne pas tomber de la même façon, hein, comme ça a été le cas en 2022. Les joueurs sont avertis à ce niveau et tout le monde se prépare activement. Oui. Le Ghana a été choisi. Quelle est la raison? Parce que le jeu du Ghana tire sur celui nigérien, c'est ça? Oui, parce que vous savez que pour, en tout cas, les éliminatoires du CHAN, eh bien, ce sont les joueurs des différents championnats qui sont éligibles. Et donc, dans notre sous-région, il faut dire quand même que au niveau donc du Ghana ou du Nigeria, parfois, ce sont forcément les mêmes joueurs qui se retrouvent. C'est vrai, vous avez par exemple dans l'équipe nigérienne, des joueurs originaires ou bien d'origine ghanéenne, par exemple. Vous vous rappelez même face au Soudan récemment en éliminatoire de la CAN, Daniel Sosa qui a été donc buteur, eh bien, qui est aussi originaire de là. C'est presque le même type de jeu de toutes les façons. Maintenant, l'élément le plus important en ce qui concerne donc le choix du Ghana, c'est que évidemment, quand nous prenons le championnat togolais ou le championnat ghanéen, c'est presque le même style de jeu, mais le Togo a cherché quand même un adversaire qui pourrait avoir, je vais dire, la même capacité que l'équipe nigérienne. En 2022, avant donc la double confrontation face au Niger, le Togo avait joué en amical la Côte d'Ivoire. Et c'est une excellente opportunité, en tout cas pour l'équipe locale, de pouvoir tester ce dispositif tactique face à un adversaire de qualité. Quand je parle de qualité, évidemment, je parle donc de cette sélection ghanéenne issue donc du championnat ghanéen. Et puis le match permettra d'évaluer la progression du groupe parce que j'ai parlé tout à l'heure du premier tour. Eh bien, la vérité du premier tour ne sera pas forcément la vérité donc du deuxième tour. Donc, il est important d'identifier les forces et faiblesses sur lesquelles eh bien l'équipe va pouvoir capitaliser et ajuster donc les axes de travail avant les deux rencontres officielles face au Niger. Oui, Aristide Covidien, on aura deux colonels au front. Akpovi et Pelé, mais du côté nigérien, mais on met les choses en place, on communique, on parle, on dit à qui veut l'entendre qu'on veut éliminer le Togo. Quelle est l'importance de ce match pour la Fédération togolaise de football? Je pense que c'est une occasion, en tout cas assez intéressante pour les joueurs togolais et pour la Fédération de pouvoir démontrer en tout cas la capacité organisationnelle aussi, mais aussi, on va dire, la qualité de notre championnat, parce que là, ce sont en tout cas des compétitions de différents pays qui vont s'affronter, si on peut le dire ainsi. Vous savez, souvent, en stratégie, on dit qu'il y a souvent deux parties. Il y a une partie visible. Tout le monde peut communiquer, tout le monde peut montrer le système de jeu qu'il va jouer et tout. C'est ce que les observateurs vont voir sur le terrain. Mais le plus important en stratégie, c'est ce que vous avez dans la tête. Le stratège, dans ce qu'il a dans la tête, il n'est pas forcément obligé de communiquer autour, mais il va essayer quand même de pouvoir asseoir les bases solides et ne pas tomber justement donc dans les mêmes conditions. Rappelez-vous, à Cotonou, il y a de cela 2 ans, eh bien, le Togo s'est fait punir donc dans le temps additionnel avec ce pénalty litigieux accordé par l'arbitre burkinabé. Et donc qui a remis sur le match. Hein. Oui. Le Togo a contesté justement cet arbitre, mais rien n'y fait. Il est remis sur le match du Togo. Oui, effectivement, le même arbitre, c'est ce à quoi je voulais justement m'atteler. Quand je disais tout à l'heure que c'est presque les mêmes conditions qui reviennent et qu'on ne va pas chercher de midi à 14h pour pouvoir protester. C'est ce que la fédération a d'ailleurs fait. Dans un premier temps, eh bien, cet arbitre a été recusé. La CAF a donné ses raisons pour dire simplement que bon, pour pouvoir recuser donc les arbitres dans de pareilles circonstances, il y a toute une liste de raisons qu'il faut donner et que le fait que cet arbitre puisse revenir malgré le fait qu'il a commis des erreurs peut-être aux yeux des observateurs en 2022 n'explique pas le fait qu'il soit quand même enlevé sur la rencontre.
Alors, le deuxième élément que la CAF a quand même évoqué, c'est que, bon, voilà, ils sont en train de garantir une certaine impartialité. Ils vont suivre de près cette rencontre parce que d'ailleurs, dans la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, eh bien, il y a le Malien qui sera d'ailleurs l'assesseur des arbitres, c'est-à-dire l'évaluateur des arbitres sur cette rencontre. Et donc, les projecteurs sont braqués d'ailleurs sur cette rencontre parce que tout le monde sait les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Le plus important, c'est que quand vous vous référez donc à l'année 2022, on se rappelle qu'il était interdit même à la réunion technique que le match soit filmé. La fédération est quand même avertie sur ces aspects. Et ce sont des aspects qui ont été portés donc à la connaissance de la Confédération africaine de football, qui est en train de prendre des dispositions idoines qui garantissent une certaine impartialité, en tout cas pour ce qui concerne la direction de la partie. On espère bien que le simple fait que pour la fédération d'avoir essayé va d'ailleurs diminuer un petit peu les ardeurs. Déjà, l'arbitre au Togo, bon voilà, on le suit de près. Et je pense qu'il va être correct sur cet aspect. Oui, Aristide Covidien, le Togo qui joue un peu contre l'AES, là. Contre le Burkina, contre le Niger. Et puis le match retour a lieu au Mali. Ça, c'est les trois États de l'AES. Ah oui, de toutes les façons, vous savez que heureusement au niveau donc de la CAF, c'est l'union, le fair play qui est prôné. Que vous soyez donc de la zone ouest, que vous soyez donc de la zone est ou du nord ou encore du sud, eh bien, la CAF fait tout pour que, évidemment, il y ait cette union au niveau donc de ces associations membres. Je pense que, logiquement, c'est parce que le Niger n'a pas de terrain homologué que le Mali a été choisi. C'est pour ça, d'ailleurs, que la fédération n'est pas restée bras croisés pour pouvoir attirer l'attention donc de la Confédération africaine de football sur la nécessité de suivre de près cette rencontre. Cela commence déjà donc par les dispositions en termes organisationnels, parce que là, c'est vrai que le Mali va accueillir 3 rencontres. Le match du Togo a été décalé sur le vendredi 27 décembre. Déjà au niveau de cette Confédération africaine de football, on sait pertinemment que bon voilà, c'est le Mali qui organise, et donc le Mali a l'obligation d'être impartial donc dans de pareilles circonstances, comme on l'a vu également, hein, même comment dirais-je, lors du premier tour où la Côte d'Ivoire qui a donc organisé le match donc du Bénin. Je pense que sur cet aspect, la CAF est en train de donner les garanties minimum. C'est déjà important. Le travail que vous êtes en train de faire déjà au niveau des médias, de tirer la sonnette, afin d'attirer l'attention des uns et des autres sur cela, c'est un travail formidable que vous êtes en train de faire parce que là, ça réveille les consciences, ça montre combien de fois, que ce soit au niveau des médias ou que ce soit au niveau de la fédération, personne ne veut dormir sur ses lauriers pour quand même donner, en tout cas, une petite contribution à cette équipe nationale qui doit forcément se qualifier pour le CHAN de l'année prochaine. Oui, au niveau des joueurs, comment les sentez-vous? Comment les voyez? Ils sont déterminés parce qu'ils vont faire face à un défi énorme. Beaucoup parmi eux, oui, vont faire peut-être un match du CHAN pour la première fois au niveau officiel, va tenter de se qualifier. Comment les trouvez-vous, ces joueurs? Je pense que c'est dans une sérénité, en tout cas, que les joueurs qui composent cette sélection locale sont en train de vivre, je vais dire, leur regroupement depuis le 25 novembre. L'État et la fédération n'ont ménagé aucun effort pour les mettre justement dans de très bonnes conditions. Au niveau mental, en tout cas, le sélectionneur et son staff sont en train de faire un travail assez intéressant pour pouvoir booster leur morale. Il y a également sur, je vais dire, l'aspect résultat, ce courage-là de certains anciens qui continuent toujours, même dans les discussions, que ce soit à l'hôtel ou aux entraînements, de discuter avec les autres, pour leur dire quand même que oui, nous avions vécu comment les choses se sont passées il y a de cela 2 ans à Cotonou face donc à cette équipe nigérienne, et donc on est averti. Et le plus important, c'est que par rapport à la question que vous avez posée, aujourd'hui les joueurs ont compris que pour éviter de pareilles pour ne plus tomber dans de pareilles circonstances, l'essentiel c'est de tout faire pour peut-être gagner au match aller avec peut-être 2 buts d'écart, voire 3 buts d'écart. Rappelez-vous, en 2020, quand le Togo s'était qualifié pour la première fois pour le CHAN organisé par le Cameroun, le Togo s'était imposé au match aller 4 buts à 1 face donc à cette équipe nigériane avant de perdre 2-0. Ce qui veut dire tout simplement que le match où la qualification était acquise dès le match aller.
Voilà, c'est la même chose que les joueurs sont en train de se dire entre eux. Et déjà, le sélectionneur les encourage dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sérénité déjà à leur niveau de comprendre que, comme ils l'ont fait pour le premier tour, même si l'adversaire n'est pas le même, eh bien, ils peuvent toujours y aller avec cet état d'esprit. Et je pense que c'est ce qui va d'ailleurs les galvaniser. Parce qu'ils ont également plusieurs réunions entre eux, ils discutent, ils savent quand même que le pays les attend, ils savent quand même qu'aujourd'hui, bon, voilà, ils n'ont que cette seule compétition. Parce que regardez, par exemple, s'ils ne se qualifient pas, ils vont encore passer près d'une année, voire 2 ans encore pour retrouver donc des éliminatoires du CHAN. Et donc, ils sont quand même conscients du fait que, oui, voilà, il faut tout faire pour le pays et ils sont prêts à mouiller donc le maillot, en tout cas, jusqu'au bout. Oui, le 22 ici à Lomé, la manche aller, et puis 5 jours plus tard, le 27, la manche retour là-bas au Mali. Alors, parlons un peu de l'ouverture de la nouvelle saison Aristide Coévidien. La saison 2024-2025 a commencé déjà avec la Super Coupe, victoire de la SCK. Alors, que peut-on attendre de cette nouvelle saison ? Ben, il faut dire tout simplement que la première note positive, c'est que malgré tout, bien, on va démarrer le championnat conformément au chronogramme établi et communiqué donc depuis quelques jours, déjà avec la première journée qui aura lieu donc le 15 décembre prochain. Mais déjà, il y aura des matchs avancés déjà le 14. Nous tous, nous avions assisté hier au stade de Kégué à cette rencontre de la Super Coupe entre le vainqueur de la Coupe du Togo, l'ASK, et naturellement qui s'était opposé donc au leader donc de la BL Onato de la saison dernière, pour ne pas dire Asco de Kara. Et donc, par rapport au chronogramme, il faut dire qu'il y aura en tout cas la deuxième division qui va suivre, de même que la troisième division et autres. Les grandes formations qui viendront au fur et à mesure pour pouvoir les acteurs dans de très bonnes conditions pour pouvoir bien gérer donc la saison. En tout cas, attention beaucoup particulière vis-à-vis donc des médias cette saison et surtout en ce qui concerne, on va dire, la collaboration, comment également quelle sera la contribution, on va dire même des professionnels des médias pour la promotion de nos championnats, la réussite de nos équipes nationales, parce qu'à un moment donné, la fédération a compris quand même que pour réussir, il faut toujours aller en cœur. Quand je dis en cœur, c'est tout simplement voilà, contribuer de la meilleure des manières avec tous les acteurs, surtout les médias qui constituent en tout cas un excellent pouvoir dans la réussite donc de toute œuvre. Donc je pense logiquement que au niveau de cette saison, il y a des défis majeurs qui attendent et le plus important, c'est de pouvoir terminer la saison dans de très bonnes conditions pour que justement on puisse finir la saison d'ici mai-juin comme cela est prévu. Parce que là, regardez finalement, si le Togo se qualifie donc pour le Tchad, vous imaginez que déjà en janvier, il y aura peut-être donc un ajustement un petit peu du calendrier, de même que le mois de février est réservé donc pour cette compétition. Donc, pour être dans l'anticipation, la fédération en tout cas est en train de tout planifier pour mettre les acteurs aussi bien que les médias dans de très bonnes conditions pour mieux gérer la saison. Oui, pour les clubs, on parle d'une subvention qui passe de 3,5 millions à 10 millions. C'est vrai? Bon, je pense que très très prochainement, à l'issue, je vais dire peut-être même avant samedi, avant votre prochaine grande émission, vous aurez les informations précises parce que là, c'est vrai que pour pouvoir prendre de telles décisions ou communiquer, pour que les gens ne disent pas après que, bon voilà, la fédération a annoncé tel montant, mais en fin de saison, on est arrivé qu'à percevoir tel montant. Il faut toujours discuter avec les gens, s'entendre avec le ministère de tutelle. Et je pense que dans les prochaines heures, cela se fera. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Parce que quoi qu'on dise, nous savons pertinemment que bien ce que la plupart des observateurs attendent, c'est de savoir combien voilà, les clubs auront pour pouvoir gérer la saison. Et non seulement ça, quelles sont les dispositions, en tout cas, qui seront prises pour pouvoir accompagner les clubs. Donc, je comprends pertinemment donc votre question, mais je peux vous assurer que d'ici les prochaines heures, les prochains jours, vous aurez toutes les précisions concernant donc ce montant. Parce que vous savez, en matière de stratégie, il faut être pragmatique, honnête et transparent.
quand vous annoncez quelque chose, il faut être sûr de pouvoir le réaliser. Et donc, je pense que sur cette logique, on va simplement dire tout simplement que les informations précises viendront très bientôt. Aristide Covidien, que voulez-vous dire avant de nous laisser? C'est de dire encore une fois merci. Merci aux acteurs du football, les clubs, les joueurs, les supporters et surtout les médias pour leur contribution, pour leur engagement continu. Vous savez, Franck Munyama, c'est ensemble que nous allons faire, je vais dire, avancer notre sport qui n'est autre que le football. Nous allons toujours écrire de belles victoires, de belles pages de notre histoire footballistique si d'aventure nous restons ensemble. Les défis sont énormes, mais je pense certainement qu'avec l'aide de tout le monde, on va y arriver. Et je pense certainement que d'ici quelques mois, on sera ensemble à fêter les qualifications, à se réjouir du fait qu'au moins, au niveau du football togolais, les médias aussi, parfois, je veux dire, les critiques ou parfois leurs contributions ont amené quand même à mettre notre football sur les rails, Franck Munyama. Oui, pourquoi pas. Aristide Covidien, merci d'avoir été là dans cette émission. À très bientôt. C'est moi plutôt qui vous remercie et très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Oui, Aristide Covidien, directeur de la communication au niveau de la Fédération togolaise de football et en même temps, team media officer de la sélection locale Latif. Vous avez dit sur le dernier match que vous avez vu que vous n'avez pas été convaincu quand on parle de cette sélection locale parce que beaucoup de joueurs se retrouvent au niveau d'ASCO et de l'ASK. Oui, le rythme n'était pas celui-là. C'est vrai, quand on parle souvent de Supercoupe ou sous d'autres cieux de Trophée des Champions, on sait que c'est juste un match honorifique. Ce n'est pas un match de référence parce que les joueurs n'ont pas encore véritablement le rythme. Mais sauf que ici, nous avons des joueurs qui sont en regroupement. Et quand on est en regroupement et qu'on compte juste quelques jours avant ce match important, ou cette double confrontation importante face au Niger, on devait voir mieux que ce qu'on a vu hier. Malheureusement, c'est vrai, quand vous écoutez par exemple Amani Yao, il dit qu'il a eu juste une séance avec ses joueurs pour venir jouer contre la SK. Ça suppose que la façon dont le travail se fait en regroupement, peut-être que ce n'est pas comme cela aussi que lui, il oriente son travail. Et on a vu ce qu'on a vu à ASCO qui n'était pas véritablement au rendez-vous. Et maintenant, du côté de la SK, Ameto Kodo dit qu'il a eu 3 séances. Et je n'ai pas trop compris pourquoi lui, il a eu 3 séances avec ses joueurs et que, voilà, Amani n'a eu qu'une séance avec ses joueurs, alors que, voilà, il dit qu'il a eu une séance avec son équipe type. Alors, l'autre dit qu'il a eu 3 séances. Voilà un peu, je remets en selle ce qu'ils ont dit en interview. Mais je suis resté sur ma soif. Maintenant, attendons quand même qu'ils nous surprennent, ces joueurs. Déjà par ce match-là, moi je l'ai dit dans les précédentes interventions que c'était aussi trop serré, cette date-là. On a joué le 8, on va jouer le 11. Je parle quand même de ce match contre le Ghana. Et puis après, le championnat arrive. Ça fait un peu trop pour ces joueurs. Très bien. Espérons que le tout là va ramener quand même le rythme avant le premier match face au Niger. Joueur, justement, on va écouter le défenseur Bodé Abdoul Sabour des Éperviers à Prime. On a eu une semaine de regroupement qui s'est très bien passée puisqu'il y a certains qui vont gagner leur club respectif pour le match de la Supercoupe. Tout s'est bien passé. On a été concentré du début jusqu'à la fin. On a respecté tout ce que les coachs ont dit et j'espère qu'on a mis en place une stratégie qu'on va avancer avec. Bon, il y a le match qui est déjà proche. Le 22, il y a le match aller ici à Lomé. On peut dire que nous tous, nous sommes prêts. On est tous galvanisés. L'objectif, c'est déjà se préparer. Un match amical pour pouvoir jauger un peu le niveau de tout un chacun tout en passant au match à venir contre le Niger. Le mot c'est déjà dans la tête de tout le monde, c'est que c'est un match de revanche. C'est toujours comme d'habitude, venez massivement nous soutenir. On ne va pas le faire seul, c'est avec vous et c'est ensemble on va le faire. Bodé Abdoul Sabour, à l'instant, c'est le fils du père. Hein. Voilà. Ouais, on a des joueurs qui semblent confiants pour ce qui arrive. Hein. Oui, vous savez, Bodé connaît un peu le championnat d'Afrique des Nations. Ouais. Il a été
de la première participation du Togo avec Jean-Paul Abalo. Dans cette équipe, je crois qu'ils sont 2 ou 3. Il y a Bodé Abdou Sabou, il y a Koro Bilal et puis Amekoudji Kakouvido d'ici, si je ne me trompe. Je crois que ce sont les... Amekoudji était. Amekoudji était avec Aourou Paro Djari. Sauf que Amekoudji n'a pas joué. Bon, il y a aussi Madjedje Djalilou qui a été également de ce championnat d'Afrique. Maintenant, la majorité connaît déjà cette équipe nigérienne parce qu'ayant déjà affronté cette équipe en 2022. Et je crois que c'est vrai, c'est à l'issue donc de ces 2 rencontres, il y a une équipe qui doit forcément se qualifier. Je crois que les joueurs doivent beaucoup plus parler entre eux. Parce que nous avons un sélectionneur qui ne connaît pas cette équipe du Niger. Mais les joueurs, eux, connaissent un tout petit peu cette équipe du Niger. C'est vrai qu'il y aura également de nouveaux, mais c'est avec le même sélectionneur. Le sélectionneur du MENA, qui connaît très bien également cette équipe. Aruna Doula, qui connaît également très bien cette équipe togolaise. Donc le travail doit continuer parce qu'ici, on cherche à se qualifier pour la 2e fois, pour une phase finale. Au même moment, le Niger vise une 5e participation donc à cette compétition. Le Niger était à la dernière compétition. Maintenant, une compétition de plus, je crois que ça, c'est ce que veulent le colonel Pelé et ses joueurs. Il va falloir qu'on joue véritablement. Aristide a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Je crois que ce match doit beaucoup plus se jouer à l'aller, comme il avait fait. Faire toute la différence ici. Oui, comme ça a été déjà le cas en 2020, je crois bien. En 2019. En 2019 contre le Nigeria. 2019, parce qu'à l'époque, le Nigeria a également participé à cette compétition avec ces joueurs-là. Mais le Togo a battu cette équipe du Nigeria ici à Lomé 4-1. Et je sais que le Togo a quand même la possibilité, la capacité de faire cela. Il suffit seulement d'être beaucoup plus efficace, réaliste. Si on trouve les occasions, il va falloir les mettre au fond. C'est ça qui peut... L'étincelle, cette fois-ci, c'est à Koro. Il paraît très en forme. Oui, c'est le plus en forme. Mais ça, quoi qu'on le dise, quand on prend les campagnes continentales de ces 2 formations-là, parce que la majorité de ces joueurs viennent donc d'ASCO et de l'ASK, quand on prend donc les campagnes continentales, et quand aujourd'hui on voit encore ce qui se passe, je me dis qu'Akoro est beaucoup plus en forme que les autres. Oui, c'est vrai qu'il y a également d'autres joueurs comme Kouloupo Kokou qui est là, il y a Balo Deni, il y a Gbetongo Antoine, il y a Amekoudji. Il y a quand même cette défense-là qui rassure un tout petit peu également à Jessie et puis Sama Abdoul Halimou, il y a Roleté Benjamin, sans oublier le gardien de but Sama Mahadiou. Ce sont quand même des atouts de cette équipe, mais vous savez, c'est une autre phase de compétition. Le premier tour est déjà passé. Ici, ça dit que vous gagnez, vous êtes qualifié pour la phase finale. Et donc, l'enjeu est de taille, mais également, ça joue beaucoup plus psychologiquement. Le Niger, je peux dire que psychologiquement, est au-dessus du Togo. Pourquoi? Parce que oui, eux, ils ont eu le dessus sur le Togo. Dans leur dernière confrontation, ils étaient au dernier championnat d'Afrique des Nations. On voit également l'engouement qu'il y a autour. Ils sont au devant de la scène. Quand l'entraîneur parle, quand le président parle. C'est ce que j'allais dire. Hier, moi, j'ai été déçu par une situation. Écoutez, on lance une saison. On parle de la Super Coupe qui va ouvrir la saison. Le week-end qui vient, il y a des matchs un peu partout. Et voilà, maintenant, c'est en réalité une saison, un match d'ouverture de saison. Mais hier, écoutez, quand on a fini, tous les responsables de la fédération, chacun a pris son chemin rapidement, comme s'il pleuvait ou bien il y avait des abeilles sur le terrain. Vous voyez des gens qui fuient la presse, en fait. Moi, je dis, mais écoutez, ce n'est pas possible. C'était l'occasion de pouvoir parler. Il faut parler, même parler de, voilà, nous sommes en retard, mais voilà, enfin, nous lançons la saison. Et puis, voilà, le CHAN, on se prépare. Parce que, quand vous parlez de psychologie, la communication aussi, ça rentre dans la psychologie. Nous, on est derrière, les autres sont devant. Malheureusement, notre fédération se met derrière la fédération du Niger. Et puis, voilà quoi. Moi, je dis, on se met derrière. Le colonel Pelé a déjà gagné face au colonel Akpovi. Mais psychologiquement, oui. Psychologiquement, oui, ils sont... Oui, mais peut-être la stratégie du colonel Akpovi n'est pas à ce niveau. Quelle stratégie? Quelle stratégie? Il a la stratégie, c'est de fuir la presse. Il a fui la presse. Moi, j'ai vu, écoutez, ils ont fui la presse. Quand on finit en même temps de faire les choses, vous voyez les gens qui se dépêchent. On lance la saison. Moi, je dis, écoutez, c'est quoi? Je dis,
Quand on commence à le dire, on dit, mais pourquoi vous comparez? On a fini un match. Les responsables de la fédération ne sont même pas prêts à même discuter avec la presse, même en off. C'est-à-dire, vous êtes là, dans la masse, et puis, écoutez, on finit en même temps, et puis, bref. C'est comme, écoutez, c'est quoi? Mais la presse traîne une maladie contagieuse. Je ne sais pas, justement, je ne sais pas. Moi, je dis, quand on va commencer à donner les noms, on dit non, toujours vous comparez. Non, écoutez, mettez-vous dans la masse, discutez avec les gens, et puis, soyez en famille avec les gens. Mais quand on finit en même temps, vous voyez le président qui prend sa route, le secrétaire prend sa route, et puis, tout le monde, on dirait que les gens ont la phobie de la presse. Mais vous les avez appelés? Ils ont refusé. Mais écoutez, nous, on ne va pas continuer par le faire. Chaque temps, c'est comme ça. Il faut aller supplier au président Gloriade Nami. Non, on ne va pas continuer par faire ça. Jusqu'à quand? Très bien. On va pas continuer par faire voilà, ça. Et on va parler maintenant de la Super Coupe qui a lancé la saison 2024-2025. Au-delà de tout retard constaté, ça a été bien joué entre l'ASK et puis ASCO. Et c'est le jeune frère qui a encore enlevé la timbale. Les chauffeurs de la COSA se sont encore imposés devant l'ASCO de la même localité. Les deux viennent de la COSA. Alors, Latif, vous avez suivi ce match-là. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui, on a vu un match, comme on l'a dit, ce n'était pas un match, c'est vrai, il n'était pas aussi mauvais, le match, mais le rythme qu'on attendait, on ne l'a pas vu. Voilà, on l'a dit déjà. C'est normal, non? Oui, c'est normal. On se dit aussi, voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas voulu trop se découvrir. Mais très vite, on a vu la SCK qui a pris le devant en marquant un très bon ballon de Moussa Maroun pour Urotagba, Marouf qui a débordé. Et puis le centre, et puis le plat du pied de Akoro Bilali qui bat Agbagla Vigninou. Derrière, la SCK était beaucoup plus proche de marquer un deuxième but que voilà ASCO qui courait derrière l'égalisation, et ils sont partis à la pause. Du retour des vestiaires, on a vu Amani Yao qui a fait en même temps 3 changements. En même temps, il a lancé Moucheri, il a lancé un certain Ziangbe Jérôme, oui. Et puis Oloufade Kabir, le capitaine de Unisport, qui se retrouve désormais du côté donc, de la COSA. Et puis, on a semblé voir une équipe d'ASCO prendre totalement le ballon, sauf que ASCO avait le ballon, mais ASCO n'était pas dangereux. Ils avaient du mal à franchir le rideau défensif de la SCK, composé de Sama Abdul Halimou, Songhai Napo, et puis Rolete Benjamin. Ils avaient le ballon, mais ils n'arrivaient pas à percer cette défense et aller chercher véritablement le goal. Soumanou Fadil. Une vraie occasion que moi j'ai vue surtout en deuxième partie, mais il y avait quand même Soumanou qui a anticipé. Mais toutes les occasions étaient pour la SCK. L'entrée de Nan Richard qui a porté, on a vu plusieurs fois les joueurs de la SCK se sont présentés devant Agbagla. N'eût été véritablement un très bon Agbagla. La dernière occasion, on a vu Akoro Bilali se présenter seul devant Agbagla, mais c'est Agbagla qui a eu le dernier mot. À la fin, Amani Yao l'a reconnu. N'eût été le gardien Agbagla, je pense que la SCK aurait pu gagner 3, même 4-0, que personne ne crierait au scandale. Oui, ça fait du bien pour Ameto Kodo Mensan. Premier match officiel avec la SCK, premier trophée. On va l'écouter. Très heureux. C'est ma première fois de jouer une super coupe et je l'ai gagnée. Je rends grâce. Vous gagnez face à votre ancien club, c'était notre challenge. C'est un challenge, mais on est des frères. C'est un match de football. Le sort a décidé autrement et on a gagné. Qu'est-ce qui a fait la différence sous vos ordres avec la SCK? Bon, vous savez, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Aujourd'hui, on pouvait marquer au moins 4 buts. Hélas, on n'a pas eu la dame chance. Mais l'essentiel, c'est de gagner. C'est ma façon de jouer et on a essayé, ça a marché. J'ai ma façon de jouer, j'ai essayé et ça a réussi, ça a marché. En face, c'était, on va dire, Lambert Yao Amani qui reconnaît que son équipe n'a pas fonctionné.
On n'a pas été très bon ce soir dans le match, il faut le reconnaître, même si on l'a préparé dans des conditions difficiles. J'ai eu qu'une seule séance hier avec tout l'effectif, du fait d'un fort contingent qui est en sélection. Bon voilà, après on a manqué d'engagement et puis nous était le gardien de but, on aurait pu encaisser plus parce qu'on a été archi nul cet après-midi. Le rythme n'y était pas et pourtant vos joueurs, tout comme les joueurs de la SCK, sont en regroupement en sélection. Bon oui, il ne suffit pas d'avoir un fort contingent en équipe nationale, 5 ou 6 qui sont que des remplaçants. Voilà, on la paye au niveau du manque de rythme. Les nouveaux qui sont arrivés, il y a un gros travail physique à faire pour qu'ils soient vraiment à point. Donc on l'a mis dans l'autre avec une seule séance d'entraînement, c'était la séance d'avant-match. Donc voilà, mais ça n'exclut pas le manque d'engagement, la qualité du match KS qui en fait ils étaient nettement meilleurs. Dans le combat, dans les occasions, nous on a manqué de tout et honnêtement on ne méritait pas de gagner ce match. Lambert Yao Amani, le coach des Condona de la Cosa, il reconnaît, oui, on va dire la faiblesse sur ce match de son effectif. Oui, je crois que Latif tout à l'heure dans son intervention parlait donc un tout petit peu du niveau de ces deux équipes au cours donc de cette super coupe. Je crois que ça va être la même chose avec les autres formations. Hein. Je crois pour les 5 premières journées de ce championnat, ça va être difficile un tout petit peu pour les équipes, ça va être difficile pour les joueurs. 7 mois à la maison, c'est énorme, c'est énorme. Quand on prend... C'est comme une saison de raté. Oui, ouais. Et quand on prend, vous vous rappelez de l'année 2020 avec cette période de Covid, quand déjà en mars on a envoyé les élèves en vacances et que la rentrée c'était pratiquement en octobre, vous voyez un tout petit peu l'écart. Les enseignants ont eu des difficultés avec leurs élèves parce que 7 mois à la maison, ils n'ont plus touché au cahier, il n'y a même pas eu de cours de vacances. C'était un peu difficile pour les enseignants. Ça va être la même chose pour ce championnat-là. 7 mois à la maison, certains peut-être c'est 2 semaines qu'ils ont pris pour reprendre. Il y a une équipe qui a joué 9 matchs, hein, donc il ne faut pas la mettre dedans. Je veux parler de l'Étoile Filante. Voilà. Oui, 9 matchs, mais Latif, je vous dis que le début du championnat va être compliqué pour toutes les formations. Écoutez, les matchs amicaux sont différents. Nous parlons ici d'une compétition. Match amical, l'entraîneur est obligé d'essayer tous les joueurs. Mais ici, en match de compétition, on n'est pas obligé d'essayer tous les joueurs. Peut-être 16 ou 15 sur un match de football. Donc, je crois que c'est un peu ça. C'est un peu compliqué pour ASCO et la SCK, mais n'oubliez pas que la majorité de ces joueurs également se retrouvent au niveau de la sélection locale et qu'il faut se préserver pour la dure confrontation qui arrive. Très bien, on aura le temps de parler du calendrier de cette nouvelle saison avec surtout les promus. On attend le déplacement de l'Étoile Filante à Takwame pour affronter la Istanbul. Je crois qu'ils se sont déjà opposés dans un match amical. Oui. Il y a eu un nul et puis une victoire, je crois, de l'Étoile Filante. Voilà, donc, et puis de l'autre côté, l'autre promu, le CDF Aknour, qui va jouer contre Boublessou. Mais ce ne sera plus avec les mêmes entraîneurs, puisque Tambo change d'entraîneur. Tambo change d'entraîneur. C'est Tony qui revient, oui, non? c'est Tony Agbessi qui retourne à la source. Hein. Félicitations à lui. Il a commencé avec Arabia, mais là où il a démontré qu'il peut également faire le travail, c'est au niveau de Tambo de Dacha. Voilà. C'est Tambo qui l'a véritablement révélé. Voilà. Beaucoup de courage à lui, Tony Agbessi, en même temps un confrère. Et on disait que le CDF Aknour va jouer contre Boublessou à Kara. Merci Latif, merci Grégoire, merci Sir Fonelom, merci Théo Ajavon. Portez-vous bien, à bientôt.